Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les sommaires. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, n'a signé aucun document sollicitant la somme de 200 millions de dollars américains auprès du DG des First Bank. Son cabinet l'a démenti. Pour le développement du secteur, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a échangé avec le conseil d'administration, la direction générale et le comité de direction du FPI. Pour sensibiliser le public au rôle crucial de la justice pénale internationale au soutien de victimes des crimes contre l'humanité, le monde entier célèbre le 17 juillet la journée de la justice internationale. De partout où vous êtes, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. La journée du mercredi 17 juillet n'était pas du tout repos pour le ministre des Ressources hydrauliques de l'électricité, Teddy Luamba, qui a effectué une visite d'inspection des installations des captages d'eau brute à Kinsuka 2 sur le fleuve Congo, ainsi que l'usine de traitement d'eau potable d'Ozone dans la commune de Ngaliema. Patricia Bomolo. Ce mercredi 17 juillet 2024, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, accompagné du directeur général de la Régie des eaux, a parcouru le site de captage d'eau dans le but d'observer le fonctionnement de la station des pieux dans le fleuve Congo jusqu'au transformateur en passant par la salle de pompage. Et sur place, à l'usine de traitement d'eau, Teddy Luamba s'est intéressé à l'état des équipements tels que le désensableur, le décanteur, les filtres et la bâche de traitement. Tout ceci démontre son engagement à améliorer l'approvisionnement en eau potable à Kinshasa. L'eau, c'est parmi les secteurs prioritaires. Et je suis venu me rassurer de la prochaine mise en service du module 2, des 110 000 mètres cubes d'eau qui seront très bientôt pompés sur le réseau. Et tout ceci au bonheur de nos populations. Il fallait voir comment les travaux évoluent. Essayer un peu d'encourager aussi les équipes sur place ici, ainsi que la Régie des eaux qui est en train de faire un travail formidable dans ce secteur. Nous voulons que la desserte en eau potable puisse être la mieux garantie possible. Donc le troisième module arrive, le deuxième module déjà nous sommes vers la fin. Je pense qu'en déant 60 jours au maximum, nous ferons l'honneur d'inviter le chef de l'État pour lancer encore à nouveau ce module pour le bonheur de toute la population. Ce projet mené par l'entreprise chinoise WIETC Chine permet à des milliers de foyers à Kinshasa de bénéficier d'eau potable et la visite de Teddy Luamba montre l'importance qu'il accorde à ce secteur vital pour la population. Restons toujours dans le même chapitre. Bien avant cela, Teddy Luamba a visité le mardi 16 juillet 2024 le secrétariat général de son ministère avec pour objectif évaluer le fonctionnement des divers services qui relèvent de sa responsabilité. Cette visite a fait suite à des réunions tenues dans son bureau avec la délégation du secrétariat général des ressources hydrauliques et électricité. Patricia Bomolo revient. Une brève cérémonie au secrétariat général a suffi au ministre Teddy Luamba pour examiner les conditions de travail des agents et cadres de cette administration publique. C'était aussi une occasion pour lui de faire connaissance du personnel et comprendre leurs conditions de travail. Dans son allocution, le ministre a exprimé son engagement à trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement du secrétariat général, tout en soulignant son importance pour le ministère et que le gouvernement devra agir aussi urgemment pour répondre à ses besoins. Pour ce qui est de conditions de vie, je reste convaincu aujourd'hui que l'homme est au centre de l'activité. L'homme est au centre du développement institutionnel. Et cet homme doit être traité avec une dignité humaine. Et par rapport à ça, c'est par respect aux tests de loi
qui demandait à ce que les normes d'acquisition respectent la loi sur les marchés publics. Et en respectant ça, je pense que nous allons entamer dès la semaine prochaine, je le dis, pour doter un bus à toute notre administration. Et pour lier l'utile à l'agréable, le ministre Teddy Luamba a symboliquement remis des véhicules au secrétaire général qui lui a fait visiter des bureaux et a pris conscience de la promiscuité dans laquelle travaillait le personnel et s'est engagé à défendre la location des ressources adéquates pour ce service. La joie est à son comble, comme vous le voyez, vous l'avez constaté. Nous disons merci au chef de l'État et nous pensons que le ministre, ayant déjà la vision du secteur et les responsabilités qui sont le sien, va mener à bord cette lourde responsabilité qui est d'électrifier ce pays et de donner de l'eau potable aux Congolais. La visite du ministre au secrétariat général a apporté un espoir aux agents de cette administration. Teddy Luamba s'est montré attentif aux préoccupations du personnel, cherchant des solutions viables pour répondre à leurs besoins. Tout à fait autre chose à présent, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, donne 72 heures à la BCC, la DGDA, l'ONATRA de communiquer à la commission de gestion des biens saisis et confisqués, COGEBISCO en sigle, l'état de tout le bien et somme d'argent confisqué. Objectif, lutter contre les détournements. Les communiqués. Ministère de la Justice, communiqué numéro 012. Le cabinet de son Excellence, Messieurs le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté que les officiers de police judiciaire et officiers du ministère public ne transmettent pas à la commission de gestion des biens saisis et confisqués, COGEBISCO en sigle, les objets saisis et les procès-verbaux y relatifs. Ainsi, pour lutter contre les détournements, le blanchissement de capitaux et remédier à ces pratiques contre les GEM et sous peine de poursuite pénale, son Excellence, Messieurs le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, vient d'enjoindre par son instruction numéro 001 du 16 juillet 2024 relative à la gestion de biens saisis et confisqués à tous les officiers de police judiciaire ainsi qu'aux magistrats du parquet de se conformer désormais aux prescrits de tests légaux en la matière. À cet effet, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales ainsi que tous les autres services publics concernés dont la DGDA, l'ONATRA, devront dans un délai de 72 heures communiquer à la COGEBISCO l'état de tous les biens et sommes d'argent saisis ou confisqués par elle gardés. Cette instruction est de stricte application. Fait à Kinshasa le 16 juillet 2024, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. La prochaine audience dans le procès sur la tentative du coup d'État en République démocratique du Congo aura lieu le 19 juillet 2024. Décision de juge du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe au terme de l'audience du lundi 15 juillet dernier qui a été consacrée à la comparution des propriétaires et agents de l'auberge où étaient logés Christian Malanga et les autres avant le coup d'État manqué le 19 mai dernier. Je le disais en titre, le 17 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la justice internationale qui commémore l'adoption du statut de Rome et le rôle crucial de la Cour pénale internationale CPI dans la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Roger Matadi. La journée mondiale de la justice internationale est célébrée chaque année le 17 juillet. Cette date marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome en 1998, les traités fondateurs de la Cour pénale internationale CPI. Cet événement annuel vise à sensibiliser le public au rôle crucial de la justice pénale internationale et à rappeler l'importance du soutien aux victimes des crimes graves comme les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Cependant, la CPI fait face à de nombreux défis, l'un des plus importants est la lutte contre l'impunité des auteurs de ces crimes.
De nombreux États ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI, limitant ainsi son pouvoir et son efficacité. Par exemple, certains pays influents comme les États-Unis, la Russie et la Chine ne sont pas partis au statut des Roms, ce qui complique la tâche de la CPI dans la poursuite des criminels des guerres de ces nations. La CPI dépend fortement de la collaboration des États pour arrêter et transférer les suspects ainsi que pour recueillir des preuves. Cette indépendance peut entraîner des retards importants dans les enquêtes et les procès. Par exemple, l'arrestation des suspects notoires comme Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan, qui a été entravé par le manque de coopération de certains États africains. D'où la CPI travaille également à l'amélioration de ses procédures judiciaires pour rendre les procès plus rapides et plus efficaces. Je l'ai également annoncé au sommaire dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue ce mercredi. Le cabinet du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, a démenti l'authenticité des documents attribués à Daniel Bumba concernant une prétendue demande de financement de 200 millions de dollars américains auprès d'une banque commerciale. Roger Matadi. Les cabinets du gouverneur de la ville-province de Kinshasa attirent l'attention de l'opinion publique sur l'existence d'un réseau des faussaires qui imitent la signature de Daniel Bumba Lubaki. L'un de ces réseaux a déjà été dénoncé par l'ambassade d'Allemagne. Les cabinets a également déclaré qu'ils se réservent les droits de traduire en justice tous les faussaires impliqués dans cette affaire. Les documents en question qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux est une prétendue lettre adressée au directeur général des First Bank du RC SA à Kinshasa Gombe. Dans ces documents, il est demandé un financement de 200 millions de dollars américains pour la réalisation des divers projets dans la ville de Kinshasa. Ces projets incluent l'opération coup des poings, assainissement, toujours dans les documents prévus pour une durée de 2 mois, les plans des transformations numériques de la ville, les travaux de construction et d'entretien de la voirie urbaine, ainsi que l'aménagement et ou la construction de parkings. Notons que les cabinets du gouverneur appellent à la vigilance et à la vérification de toute information circulant sur les réseaux sociaux concernant des documents officiels. Le nouveau ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises vient de prendre langue le mardi 16 juillet 2024 avec le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Louis Watoum est descendu au siège du FPI dans la commune de la Gombe où il a échangé avec le conseil d'administration, la direction générale, le comité de direction ainsi qu'avec le cadre et agent de cet établissement public. Le nouveau ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises vient de prendre langue le mardi 16 juillet 2024 avec le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. Louis Watoum Kabamba est descendu au siège du FPI à Gombe où il a échangé avec le conseil d'administration, la direction générale, le comité de direction ainsi qu'avec les cadres et agents de cet établissement public. Lors de son entretien avec le management du FPI et au regard d'énormes défis auxquels le pays est confronté, le ministre a déclaré ce qui suit. En me nommant à ce poste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a confié la lourde tâche de développer l'industrie du pays. On attend beaucoup de nous. Pour ma part, je suis un optimiste incorrigible et je crois fermement aux efforts des uns et des autres. Les résultats que je produirai, ça sera au travers des structures qui sont sous ma tutelle, au travers de vous. C'est vous les vrais stars. C'est vous qui connaissez les problèmes. Et je viens d'une école opérationnelle de 35 ans qui m'a appris une chose. Après tout, ceux qui vivent avec les problèmes tous les jours, généralement, ils ont 80% de la solution aussi. Ils l'ont. C'est peut-être les 20% qui manquent en termes de ressources, en termes de support, en termes de tout le reste que nous apportons. Et donc, je viens ici pour vous dire que je compte énormément sur vous. Nous pouvons tous être individuellement des personnes ordinaires, mais ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires.
pourvu que chacun et chacune joue sa partition. Alors, vous allez oublier vos appartenances tribales, provinciales, politiques, religieuses. Si vous venez du monde des affaires, vous allez oublier tout ça pour consacrer 100% de votre temps. Pour cette population qui est à l'extérieur, c'est 100 millions de Congolais qui sont fatigués des attentes, qui sont fatigués des promesses non tenues, qui voient le pouvoir d'achat dégringoler, qui voient le taux d'échange au dollar qui va dans tous les sens, qui voient le chômage galopant. C'est ces solutions-là dont on a besoin, on veut des résultats. Alors, vous allez oublier vos appartenances tribales, provinciales, politiques, religieuses. Si vous venez du monde des affaires, vous allez oublier tout ça pour consacrer 100% de votre temps à produire ces résultats-là qui sont attendus. On évolue dans ces journaux. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a bouclé sa mission d'itinérance le mardi 16 juillet 2024 dans la province du Nord Kivu. Les derniers jours, le VPM a visité le village Rutagara, situé dans la zone neutre de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Regardez. C'est le 13 juillet 2024, un certain samedi, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Désenclavement et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, avait entamé sa mission d'itinérance dans la province du Nord Kivu. Dans la ville de Goma, le VPM a échangé avec le gouverneur de province ainsi que quelques membres du comité provincial de sécurité. Tout juste après, Jacquemain Chabani a quitté le chef-lieu du Nord Kivu pour la ville de Beni, mais aussi à Butembo, où il a accordé plusieurs audiences. Dans cette province, plusieurs cas de tuerie sont enregistrés depuis le début de la semaine passée. Cependant, le VPM a promis de redynamiser les actions de sécurisation dans cette partie du pays. À la fin de sa mission, le mardi 16 juillet 2024, Jacquemain Chabani a visité le village Rutagara, précisément à la borne numéro 13, située dans la zone neutre à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que la ligne de front de Nyiragongo. C'est par là que le VPM a bouclé sa mission et a regagné Kinshasa, la capitale de la RDC. Toujours dans la partie est du pays, les familles habitant la localité de Bweremana, au Nord Kivu, ont plaidé mardi 16 juillet au gouvernement congolais pour la fin de la guerre dans la partie est de la RDC. Elles sont exaspérées par la reprise des combats depuis le début de cette semaine entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise autour de l'axe de cette localité. Roger Matadi nous en dit plus. La trêve humanitaire vole en éclats. Les terroristes du M23 RDF continuent de tuer des civils sans défense à l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos sources, ces rebelles du M23 qui coalisent à l'armée rwandaise ont largué une bombe depuis leur base qui est tombée dans la matinée du mardi 16 juillet sur Bweremana dans les territoires des Massissi au Nord Kivu, faisant au moins 3 morts parmi les civils en violation de la trêve de 2 semaines en vigueur depuis les 5 juillet courant. Cette situation laisse indifférentes les familles vivant à Bweremana qui plaident pour la fin des atrocités dans cette partie du pays. Notons que la conseillère principale du gouverneur de cette province, Priska Luanda Kamala, a annoncé que l'inhumation des victimes de ces bombardements est fixée au 2 août prochain au cimetière du Génécoste dans la localité de Kibati, dans les territoires de Nyiragongo. Les premiers éléments militaires de l'unité d'aviation pakistanaise de la MONUSCO sont arrivés à Beni, au Nord Kivu. Ces casques bleus proviennent de Bukavu, où la mission onusienne a cessé ses activités depuis le 30 juin dernier dans le cadre de son désengagement de la République démocratique du Congo. À la demande du gouvernement congolais, ces soldats de paix pakistanais sont spécialisés dans les supports aériens et détiennent des hélicoptères qui peuvent voler sur une
une distance de 500 km, appuie également les opérations d'évacuation de malades et de blessés, mais interviennent aussi dans l'opération de recherche et de sauvetage. En dehors de nos frontières, après la démission du gouvernement français, les regards se tournent vers le perchoir. Les groupes politiques affinent leur stratégie pour obtenir la présidence de l'Assemblée nationale. C'est jeudi du 7 juillet, un enjeu pour la gauche qui tente de relancer d'urgence ces négociations pour Matignon. Regardez. Alors que les 577 députés s'apprêtent à se réunir ce jeudi, la bataille pour les postes clés à l'Assemblée nationale bat son plein. Qui régit concrètement la vie de cette instance ? Premier poste stratégique, la présidence, plus communément appelée le perchoir, c'est le garant du bon déroulement des séances. On retrouve également dans cette assemblée 3 questeurs chargés de la vie administrative. Ils préparent et contrôlent le budget de l'Assemblée. Enfin, les postes de président des groupes parlementaires sont tout autant convoités que ceux des commissions permanentes. Celles-ci sont au nombre de 8, dont la plus prisée, la commission des finances. Mais pourquoi la bataille est-elle aussi rude pour obtenir ces postes clés ? Ce sont essentiellement des postes de pouvoir qui sont recherchés et je dirais des postes presque communicationnels. C'est-à-dire que obtenir une vice-présidence, obtenir une présidence de commission, c'est non seulement avoir un véritable pouvoir d'organisation, d'influence aussi sur les débats, mais c'est aussi vis-à-vis de l'opinion, se présenter comme une force véritable, comme une force qui compte dans la vie politique. Aujourd'hui, 3 camps se font face, l'Alliance de gauche, l'ex-majorité présidentielle et le Rassemblement national, avec un mot d'ordre pour le nouveau Front populaire, pas un poste au bureau à l'extrême droite. La ligne directive a été annoncée dans ce communiqué co-signé par les 4 présidents de groupe représentant le NFP. Nous considérons que le RN n'a pas sa place au bureau de l'une des plus hautes instances de notre République. Dans une réaction publiée sur X, Marine Le Pen estime que les partis du NFP sont tous unis, mais uniquement dans la détestation de la démocratie, du pluralisme et de près de 40% du peuple français. Qui sortira vainqueur de cette bataille ? Réponse dès jeudi avec l'élection du président de l'Assemblée nationale. Place au rappel des principaux titres à présent. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, n'a signé aucun document sollicitant la somme de 200 millions de dollars américains auprès du DG de First Bank. Pour le développement du secteur, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a échangé avec le conseil d'administration, la direction générale et le comité de direction du FPI. Enfin, pour sensibiliser le public au rôle crucial de la justice pénale internationale au soutien des victimes des crimes contre l'humanité, le monde entier célèbre chaque le 17 juillet la journée mondiale de la justice internationale. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Roger Matadi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.